Donc le micro c'est encore coupé, donc je réenregistre vite le point B sur les palans et le plan incliné, ce qui est le début. Et donc le palan, donc c'est un système de poulies. Donc on va voir le palan le plus simple. Donc c'est constitué d'une poulie fixe. Donc ici sa structure rigide qui la soutient. Et donc on a la poulie ici, hop, qui est donc soutenue sur son axe de rotation. Et imaginons qu'on la tire ici, qu'on applique une force motrice. Et donc on a la corde ici qui s'enroule autour de la poulie fixe. Et puis imaginons donc qu'au lieu de simplement laisser un poids ici, cette corde s'enroule autour d'une autre poulie, mais celle-ci est fixe. Donc je dessine une autre poulie ici. Et donc qui a sa structure ici à laquelle donc je vais d'abord donc la corde ici s'enroule autour d'une autre poulie qui est mobile, et ensuite on vient rattacher la corde ici à la structure fixe donc de la première poulie. Donc en fait la corde est bien tendue ici, bien droite, et donc en fait on vient accrocher la masse qu'on souhaite soulever ici à la poulie mobile. Et donc faut imaginer dynamiquement la situation. Donc on applique une force, on tire sur la corde ici, donc dans cette direction là. Donc la poulie ici, donc on peut imaginer comme c'était qu'il n'y a pas de glissement entre la corde et la poulie. Donc comme on peut imaginer qu'il y a des dents comme sur la chaîne d'un vélo, et que c'est une chaîne ici. Donc vraiment quand on tire une distance d, donc la poulie ici donc tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ici. Donc ici cette corde, cette partie de la corde ici, donc elle monte aussi. Et par contre cette partie de la corde là, elle ne bouge pas, elle est fixée ici, elle est tendue. Donc en fait ça va faire monter la poulie mobile. C'est pour ça qu'on l'appelle une poulie mobile. Donc ici par exemple son centre ici va se déplacer d'une certaine hauteur. Et donc on va soulever la masse. Et donc en fait cette masse, vu qu'il y a de la... Il faut imaginer la situation réelle, hein, simplement logiquement. Donc la masse ici est soutenue par les deux portions de corde ici qui sont sous tension, qui sont tendues. Donc c'est bien droit ici. Et donc chacune des cordes, des portions de corde ici, supporte la moitié. Donc ici on a la force résistive qui est égale au poids. Et chacune des deux cordes ici soutient la moitié, sa tension, c'est la moitié du poids. Et donc comme la force qu'on doit appliquer ici, c'est simplement la tension qu'il y a dans cette portion de la corde, cette force, elle sera la moitié la moitié du poids. Donc on aura un avantage mécanique de 2. L'avantage mécanique ici de ce simple palan, ce sera donc la force résistive divisée par la force motrice, mais qui est la moitié de la force résistive. Donc on a 1 sur 1,5. Mais en contrepartie, donc, comme le travail est conservé, comme pour toutes les machines simples, il n'y a pas de création d'énergie, il n'y a pas de perte, hormis, je veux dire, oui, dans le léger échauffement dû au mouvement relatif avec des pièces ici de la machine, donc la machine simple, donc la rotation de l'axe, il y a des frottements, il y a des pièces mécaniques en contact, et donc oui, il y a une légère perte d'énergie qu'il faut compenser, mais donc hormis ça, le travail est conservé, et donc si le travail moteur à effectuer en valeur absolue, donc au signe près, est égal au travail résistif, et ce travail moteur, donc c'est la force motrice fois le déplacement, la longueur de corde qu'on doit tirer, et le travail résistif, ce sera la force résistive, c'est-à-dire le poids, fois le déplacement de la charge résistive, la hauteur de laquelle on va le soulever ici.
comme le travail est conservé, si la force motrice vaut la moitié de la force résistive, forcément la distance sur laquelle on devra tirer pour soulever le poids d'une hauteur h sera double. C'est-à-dire si le poids se soulève d'une hauteur d, ça veut dire qu'on aura tiré la corde d'une longueur 2 fois d. C'est la contrepartie au gain de force motrice. Et donc, avec le palan, on voit que, donc, comme je dis, la masse se retrouve répartie dans les deux portions de corde ici. Donc, la tension dans cette portion sera la moitié de la masse ou la moitié de la force résistante ici. Et pareil, dans cette portion de corde, la moitié de la force résistante. Mais donc, on voit que avec une corde qui n'aurait peut-être pas supporté, si on soulevait cette même masse avec la même corde, là, simplement comme ça, il y aurait dans la tension dans la corde, ce serait le poids de la masse, tandis qu'ici, avec cette même... Et peut-être que le poids serait trop grand et que la corde aurait rompu, elle a une certaine résistance, la corde, tandis qu'ici, avec cette même corde, on peut soulever ce même poids parce qu'il n'y a aucune portion de la corde qui a la tension égale au poids. Chaque portion ici n'a au maximum que la moitié du poids, et donc on voit qu'on peut soulever des masses encore plus élevées avec, disons, à technologie égale, disons, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que ou bien on peut employer des cordes deux fois moins tressées, par exemple, que la corde qu'il faudrait, avec deux fois moins de brins que la corde qu'il faudrait pour soulever simplement la masse, donc une économie de matériel par exemple, voilà. Donc oui, dernière chose par rapport au palan, donc oui évidemment en contrepartie, comme la force motrice est divisée par deux, en tirant d'une certaine distance, enfin oui la corde, le poids ici s'élèvera d'une distance d',5, puisque le travail est conservé de nouveau et que le travail c'est le produit de la force fois le déplacement. Si le travail moteur a une force qui est deux fois moindre, son déplacement devrait être deux fois plus élevé pour que le travail soit conservé, qu'il soit égal au travail résistif. Alors, pour le plan incliné, donc imaginons qu'on veut élever un corps d'une certaine hauteur h, et pour ça on s'aide d'un plan incliné d'un angle alpha, et donc on va voir pourquoi simplement le fait d'avoir un plan incliné fournit un avantage mécanique. Donc imaginons on veut déplacer un bloc de pyramide par exemple, d'ici d'en bas à une hauteur nulle jusqu'à une certaine hauteur h, et ce bloc il a une certaine masse, et donc on va devoir appliquer une force de traction ici, donc la force motrice au bloc sur une certaine distance. C'est-à-dire que on va effectuer un travail parce qu'on aura une force ici qui est un travail moteur, une force qui est parallèle au déplacement total ici. Donc je vais le reporter ici, le déplacement total d, qu'on peut exprimer en fonction de h et de alpha. H c'est la donnée du problème, c'est la hauteur à laquelle on veut élever le bloc, et puis alpha, voilà, c'est l'angle d'inclinaison. Et donc on peut exprimer d, en fait on n'a que h, c'est d fois le sinus de l'angle, le côté opposé, et donc d c'est h sur sinus alpha. Et donc on applique une force motrice ici, et son point d'application se déplace d'une distance d, et la force qu'il faut contrer, c'est le poids du bloc, et le poids, c'est la force de gravité qui est toujours verticale. C'est pas parce qu'on est sur un plan incliné que le poids va soudain être incliné, comme si donc si on enlevait le plan incliné, l'objet ne va pas chuter de manière oblique. Donc le poids c'est vers le centre de la Terre,
vers le centre de la Terre, et donc verticalement vers le bas. Et donc, uniquement, on se souvient que uniquement la composante parallèle au déplacement va travailler. Et donc, cette composante parallèle, si on définit donc un système d'axes qui est orienté avec le plan incliné, donc par exemple une direction X ici, parallèle au plan incliné, donc ce poids G du bloc, il peut se décomposer dans ce système comme si c'était la résultante de deux vecteurs, c'est-à-dire un premier vecteur ici qui est perpendiculaire, qui est selon Y, qu'on peut appeler par exemple G perpendiculaire, et un deuxième vecteur ici qui est parallèle à la direction X, qu'on peut appeler G parallèle. Et donc il y a uniquement cette composante parallèle qui va travailler. Et cette composante parallèle, de nouveau, on peut l'exprimer en fonction de l'angle, parce que l'angle alpha, ici, on peut le reporter dans le triangle rectangle, ici, formé par le poids et ses deux composantes, parce que l'angle, il est délimité par ces deux droites ici, qui sont, la première, elle est perpendiculaire à l'hypoténuse ici, la deuxième est perpendiculaire ici au côté, donc l'angle, il se reporte ici, et donc la composante parallèle du poids, c'est comme pour le plan incliné, c'est le poids fois le sinus de l'angle. Donc la composante parallèle, c'est le poids fois le sinus de l'angle. Et donc, la force motrice donc oui, le travail qu'on va devoir contrer, le travail qu'on va devoir effectuer, c'est, on va calculer le travail moteur. Ce sera donc la force motrice enfin ce sera la composante, ou bien le travail moteur sera égal au travail résistif en valeur absolue. Et donc on peut écrire moins travail moteur, parce que le travail résistif, on sait qu'il sera négatif, et le travail moteur positif, et le travail résistif. Et donc ce sera la composante parallèle du poids sur son déplacement, c'est-à-dire donc G parallèle, donc, fois le déplacement, D. Et donc quand on réécrit ça, on vient d'exprimer G parallèle et D en fonction de l'angle, donc on peut réécrire que ce sera donc le poids fois le sinus de l'angle. Ça, c'est la composante parallèle. Et puis le déplacement, qu'on peut exprimer en fonction de h, qui vaut h sur le sinus de l'angle. Et donc les angles se simplifient. Et donc le travail résistif, il vaut simplement G fois h ou mgh. Et on voit que la force, ici, la force motrice, parce que le travail résistif moteur il s'effectue sur la même distance ici, donc la force motrice c'est elle est uniquement réduite à la composante parallèle du poids. Et donc si on veut calculer l'avantage mécanique du plan incliné, comme toujours c'est le rapport entre la force résistive et la force motrice, et la force résistive ici c'est donc le poids qu'on souhaite élever d'une hauteur h, donc c'est G. Et puis la force motrice ici, c'est uniquement la composante parallèle au poids. Donc G fois sinus alpha, et donc les G se simplifient, et donc l'avantage mécanique, il s'écrit simplement comme 1 sur le sinus de l'angle. C'est-à-dire que quand l'angle vaut 90 degrés, ici, le sinus vaut 1, et donc l'avantage mécanique vaut 1, c'est comme si on soulevait, qu'il n'y avait pas de plan incliné, et qu'on soulevait simplement le bloc verticalement. Et puis, quand l'angle est très 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 faible, alors le sinus est très petit, donc l'avantage mécanique est très très élevé. C'est-à-dire que pour déplacer le bloc, il faut une toute petite force, parce qu'on le soulève sur une certaine distance d'une toute petite hauteur, mais en contrepartie, il faut le déplacer sur une beaucoup plus longue distance. On a vu la distance, c'est h sur sinus alpha, donc si le sinus de l'angle est très petit, la distance sur laquelle il faut le déplacer est très longue. Donc c'est la contrepartie au fait que on diminue la force motrice nécessaire pour élever le bloc finalement.